Finalement, c'est quelqu'un qui est très complet, c'est-à-dire qu'il est économiste, historien et philosophe. Ouais. Dans ses écrits, il y a ce côté interdisciplinaire qui permet une transmission de savoir, de perspectives différentes, et c'est super intéressant. Et c'est ça qui fait tout son intérêt et son style, justement, c'est qu'il est capable de croiser les disciplines. C'est ça, et puis on lui reproche parfois justement de donner un caractère très moral à ses analyses, mais bien évidemment, c'est probablement ce qu'il recherche. Souvent, la morale est laissée à la gauche. Or, justement, il avait le souci de ne pas laisser à la gauche l'argument moral et de le développer également en faveur du libre marché. Ce qui est très intéressant chez Rothbard, c'est qu'il repense la justice sociale dans le cadre d'un individualisme et d'une philosophie de la liberté fondée sur le droit naturel. Ce livre de Rothbard nous invite à séparer l'État et l'école, comme également, d'ailleurs, il a écrit un livre sur la monnaie, « État, qu'as-tu fait de notre monnaie ?», où il dit qu'il faut également séparer l'État et la monnaie. Eh bien, en séparant l'État et l'école, on rend aux parents la responsabilité de faire leurs propres choix, selon leurs convictions, selon leurs moyens, selon leurs calculs économiques aussi, et selon leurs préférences. Bonjour, deuxième volet de notre série « L'éducation gratuite et obligatoire » de Murray Rothbard. Suite et fin de la lecture du premier chapitre intitulé « L'éducation de l'individu ». Rothbard répond à une question apparemment banale, mais pourtant fondamentale compte tenu des dérives observables dans notre société. Sous l'égide de qui, sous la propriété virtuelle de qui doit être l'enfant ? L'enfant qui doit grandir progressivement pour passer d'un statut de complète dépendance et de soumission aux adultes à celui d'adulte indépendant. Sous l'égide de qui, donc, doit-il grandir ? De ses parents ou de l'État ? Rothbard s'interroge ensuite sur les fréquentations que l'école, l'instrument égalitariste, impose à l'enfant. Et puis, on discerne toute l'absurdité et la violence de l'école obligatoire lorsque Rothbard interroge. Que dirions-nous d'une proposition de loi, au niveau national ou local, qui viserait à utiliser l'argent du contribuable pour fonder un journal public diffusé dans tout le pays et forcerait tous les individus ou tous les enfants à le lire ? Voilà, en somme, la teneur de notre programme du jour. Ajoutons que cette nouvelle lecture, à l'instar de toute la série, est enrichie du précieux commentaire de Damien Tellier, professeur de philosophie, et de l'éclairage remarquable d'Olivier Ledoy, Polytechnique, MIT, HEC, etc. Tous deux nous permettent de nous approprier un peu plus l'analyse choc de Rothbard et d'en saisir toute l'importance dans le contexte français actuel. C'est parti. Les parents ou l'État ? La question centrale de cette discussion est la suivante. Est-ce aux parents ou à l'État d'être le gardien de l'enfant ? Une caractéristique essentielle de la vie humaine est que pendant de nombreuses années, l'enfant reste relativement incapable et qu'il acquiert sa responsabilité relativement tard. Jusqu'à ce que ses capacités soient pleinement développées, il ne peut pas complètement se prendre en charge comme une personne responsable, il doit être placé sous tutelle. Cette tutelle est une tâche complexe et difficile. D'une enfance de complète dépendance et de soumission aux adultes, l'enfant doit grandir progressivement pour atteindre le statut d'adulte indépendant. La question est, sous l'égide de qui, sous la propriété virtuelle de qui doit être cet enfant ? Celle de ses parents ou celle de l'État ? Il n'y a pas de troisième solution ni de juste milieu dans cette question. Une entité doit avoir le contrôle et personne ne suggère qu'une tierce partie puisse avoir le droit de saisir l'enfant et de l'élever. Il est évident que l'état naturel des choses est que ce sont les parents qui ont la charge de l'enfant. Les parents sont littéralement ceux qui produisent l'enfant et la relation que l'enfant entretient avec eux est plus intime qu'avec quiconque. Les parents ont des liens affectifs avec l'enfant.
Les parents s'intéressent à l'enfant en tant qu'individu et ce sont les plus susceptibles de s'intéresser et de connaître ses exigences et sa personnalité. Enfin, pour quelqu'un qui croit ne serait-ce qu'un peu à une société libre où chacun est maître de lui-même et propriétaire de ses créations, il est évident que son propre enfant, l'un de ses produits les plus précieux, est également à sa charge. La seule alternative logique à la propriété des parents sur l'enfant est que l'État se saisisse de l'enfant et l'éduque complètement lui-même. Pour tout défenseur de la liberté, l'idée d'une telle action paraîtrait monstrueuse. Tout d'abord, les droits des parents sont complètement bafoués, leur propre création chérie leur est enlevée pour être soumise à la volonté d'étrangers. En second lieu, les droits de l'enfant sont violés car il grandit dans la soumission à l'égard d'un État qui ne lui offre aucun amour et qui s'intéresse peu à sa personnalité. En outre, c'est le point le plus important, afin d'être éduqué, afin de développer au maximum ses facultés, chaque individu a besoin de liberté. Nous avons vu précédemment que l'absence de violence est une condition essentielle au développement de la raison et de la personnalité d'un homme. Mais l'État, la raison d'être même de l'État repose sur la violence, sur la contrainte. C'est un fait que la caractéristique même qui distingue l'État des autres individus et groupes est que l'État possède seul le pouvoir légal de faire usage de violence. À la différence de toutes les autres personnes et organisations, l'État émet des décrets qui doivent être respectés sous peine d'emprisonnement ou de subir la chaise électrique. L'enfant aurait à grandir sous les ailes d'une institution reposant sur la violence et la restriction. Quelle sorte de développement pacifique pourrait avoir lieu sous de tels auspices ? En outre, l'État imposerait inévitablement l'uniformité de l'enseignement. Non seulement l'uniformité est plus agréable à l'humeur bureaucratique et plus facile à appliquer, mais elle serait presque inévitable dans un univers où le collectivisme a supplanté l'individualisme. Si la propriété collective de l'État sur les enfants remplaçait celle des parents, il est clair que le principe collectiviste serait aussi appliqué à l'enseignement. Surtout, ce qui serait enseigné serait la doctrine de l'obéissance à l'État lui-même, car la tyrannie n'est pas vraiment agréable à l'esprit de l'homme qui réclame la liberté pour se développer pleinement. En conséquence, des techniques inculquant le respect du despotisme et d'autres types de contrôle de la pensée sont amenées à émerger. Au lieu de spontanéité, de diversité et d'hommes indépendants, on verrait émerger une race de suiveurs passifs, de moutons sous la garde de l'État. Ils ne seraient alors qu'incomplètement développés, ils ne seraient qu'à moitié vivants. On peut dire que personne n'oserait envisager ces mesures monstrueuses. Même la Russie communiste n'est pas allée jusqu'à imposer un communisme des enfants, même si elle a fait presque tout le reste pour éliminer la liberté. Le fait est cependant que c'est l'objectif logique des étatistes dans le domaine de l'éducation. La question qui s'est présentée dans le passé et dans le présent est la suivante. Y aura-t-il une société libre avec contrôle par les parents ou un despotisme avec un contrôle par l'État? Nous verrons le développement logique de l'idée d'empiètement et de contrôle de l'État. L'Amérique, par exemple, a commencé en grande partie avec un système éducatif complètement privé, ou bien avec des écoles philanthropiques, puis au XIXe siècle, le concept d'éducation publique a subtilement évolué jusqu'à ce que tout le monde soit invité à se rendre dans les écoles publiques et que les écoles privées soient accusées de semer la discorde. Enfin, l'État imposa la scolarisation obligatoire aux enfants, soit en forçant les enfants à rejoindre les écoles publiques, soit en imposant des normes arbitraires pour les écoles privées. L'instruction parentale suscitait la désapprobation. C'est pourquoi l'État est rentré en guerre avec les parents pour prendre le contrôle sur leurs enfants. Non seulement nous avons assisté à une tendance à l'augmentation du contrôle exercé par l'État, mais les effets de cette tendance ont été aggravés par le système même de l'égalité devant la loi qui s'applique dans la vie politique. La conséquence a été la croissance d'une passion pour l'égalité en général. Le résultat a été une propension à considérer chaque enfant comme égal à tous les autres, comme méritant un traitement égal et à imposer une uniformité complète dans la salle de classe.
Autrefois, l'uniformité avait tendance à être établie sur la base du niveau moyen de la classe. Mais comme cela frustrait les moins bons élèves, lesquels, au nom de l'égalité et de la démocratie, devaient être gardés au même niveau que les autres, l'enseignement tend désormais de plus en plus à se conformer aux niveaux les plus bas. Nous verrons que dès que l'État a commencé à contrôler l'éducation, sa tendance évidente a été d'agir de plus en plus de manière à réprimer et à entraver l'éducation, plutôt que de chercher le vrai développement de l'individu. Sa tendance a été de contraindre, de chercher l'égalitarisme et le nivellement par le bas, de diminuer la matière à enseigner et même d'abandonner tout enseignement formel, d'inculquer l'obéissance à l'État et au groupe plutôt que le développement de l'indépendance, et enfin de déprécier les matières intellectuelles. Enfin, c'est l'engouement de l'État et de ses sbires pour le pouvoir qui explique que l'éducation moderne s'attache à l'éducation de l'enfant dans son ensemble et à faire de l'école une tranche de vie où les individus jouent, s'adaptent au groupe, etc. La conséquence de cela, ainsi que de toutes les autres mesures, a été de réprimer toute tendance au développement des facultés de raisonnement et de l'indépendance individuelle, d'essayer d'usurper de diverses manières la fonction pédagogique, en dehors de l'enseignement formel, de la maison et des amis, et d'essayer de conduire l'enfant complet sur les sentiers souhaités. Ainsi, l'éducation moderne a abandonné les fonctions d'enseignement formel de l'école au profit du moulage total de la personnalité pour faire respecter l'égalité de l'apprentissage au niveau du moins éducable et pour usurper autant que possible le rôle éducatif général de la maison et des autres types d'influence. Puisque personne n'est à même d'accepter d'emblée la communisation des enfants par l'État, même dans la Russie communiste, il est évident que le contrôle de l'État doit être obtenu plus silencieusement et subtilement. Pour quiconque s'intéresse à la dignité de la vie humaine, au progrès et au développement de l'individu dans une société libre, il est aisé de choisir entre le contrôle parental et le contrôle de l'État sur les enfants. L'État devrait-il alors se garder dans tous les cas d'intervenir dans les relations entre parents et enfants ? Supposons que les parents agressent et mutilent l'enfant. Devons-nous le permettre ? Sinon, où devons-nous tracer la ligne ? La ligne peut être tracée facilement. L'État peut se cantonner strictement à la fonction de défendre tout le monde face à la violence de tout le monde. Cela inclut les enfants autant que les adultes, puisque les enfants sont de potentiels adultes et de futurs hommes libres. L'incapacité à éduquer un enfant, ou plutôt à l'instruire, n'est en aucun cas un motif d'intervention. La différence entre ces situations a été brièvement établie par Herbert Spencer. On ne peut fournir aucune raison en faveur d'une telle intervention de l'État tant que les droits des enfants n'ont pas été violés et leurs droits ne sont pas violés par le peu de soins qu'on porterait à leur éducation, à leur instruction en réalité. En effet, ce que nous appelons les droits sont de simples subdivisions arbitraires de la liberté générale d'exercer nos facultés et ne peut être appelé violation des droits que ce qui diminue effectivement cette liberté, ce qui prive d'un pouvoir existant antérieurement de poursuivre les objets de désir. Le parent qui néglige l'éducation d'un enfant ne fait pas cela. La liberté d'exercer les facultés est laissée intacte. Omettre l'instruction n'ôte en aucun cas la liberté d'un enfant à faire tout ce qu'il désire de la meilleure façon qu'il peut, et cette liberté est tout ce que l'équité demande. Chaque agression, ne l'oublions pas, toute infraction à des droits est nécessairement active, tandis que chaque négligence, inattention, omission est aussi nécessairement passive. Par conséquent, peu importe le mal que la non-exécution d'une obligation parentale peut causer, elle ne constitue pas une violation de la loi d'égale liberté et ne peut donc être prise en compte par l'État. Les fréquentations de l'enfant. Un autre argument majeur, quoique généralement négligé contre la scolarisation obligatoire, est que si l'instruction est obligatoire et que les parents ne peuvent se permettre financièrement d'envoyer leurs enfants dans une école privée ou d'engager un tuteur, et qu'on les empêche d'instruire eux-mêmes leurs enfants, ils devront envoyer leurs enfants dans une école publique.
La plupart des enfants qui sont à l'école publique n'y seraient pas s'il n'y avait pas de loi sur la scolarisation obligatoire. Cela inclut notamment les enfants retardés, les enfants sous-éduqués et différents types de délinquants juvéniles et de voyous. Alors que les parents préféreraient ne pas envoyer leurs enfants à l'école plutôt que de les obliger à fréquenter ce type d'individus, l'État les force à agir ainsi avec des conséquences désastreuses et incalculables pour les enfants innocents. Éloignés de la surveillance et de l'attention de leurs parents une partie de la journée, les enfants sont obligés de traîner avec des camarades dépravés et risquent de subir leur influence et d'intégrer des gangs de jeunes, de tomber dans la drogue, etc. Ce ne sont, bien entendu, pas des maux insurmontables, comme toute personne un peu informée le sait. Mais, fidèle à la haine commune qu'elle professe envers la supériorité individuelle et la distinction, la passion pour le nivellement et l'égalitarisme proclame. Cela est bénéfique, donc contraignons chaque enfant à apprendre la vie et forçons-les à fréquenter les pires éléments de l'humanité. L'envie et la haine envers les meilleurs et les plus doués se ressentent dans leurs opinions et sous-tendent leur complaisance envers l'égalitarisme et la suppression conséquente de la potentielle supériorité d'un individu. Éducation obligatoire versus éducation libre. Peu après l'établissement de la scolarisation obligatoire, le révérend George Harris a indiqué en quoi elle avait pour effet d'imposer l'uniformité et l'égalité. L'éducation est d'ores et déjà si généralement dispensée aux États-Unis et dans les autres pays que, sans prévoir des conditions imaginaires, il n'est pas difficile de se figurer le genre d'égalité qu'accorde cette opportunité. La même quantité de temps est accordée à chacun, les mêmes cours sont prescrits à chacun, les mêmes professeurs sont nommés pour tous. L'opportunité n'est même pas simplement disponible, mais imposée à chacun. Même dans le cadre d'une organisation socialiste, il est difficile d'imaginer un arrangement qui puisse mieux égaliser l'offre d'éducation que ne le fait le système actuel des écoles publiques. Même M. Bellamy, un important socialiste totalitaire de cette époque, imagine les écoles de l'année 2000 formées de la même manière que celles du XIXe siècle. Tout aura changé, sauf les écoles. Derrière 50 tables exactement semblables, 50 garçons et filles sont assis et récitent une leçon qui leur est prescrite à tous. Toutefois, l'algèbre n'est pas une opportunité pour le garçon qui n'a aucun goût pour les mathématiques. En effet, plus l'opportunité est égale en apparence, plus elle est inégale en réalité. Lorsque la même instruction est apportée pendant le même nombre d'heures par jour et par les mêmes professeurs à 50 garçons et filles, la majorité de ces enfants n'ont plus aucune opportunité du tout. Les élèves brillants sont freinés, les élèves médiocres sont incapables de suivre le rythme, les élèves moyens se découragent à la vue de la facilité avec laquelle leurs camarades les plus brillants accomplissent leurs tâches. Dans les années 40, l'écrivain et critique anglais Herbert Reed mit l'accent sur la diversité humaine en faisant valoir l'objection psychologique à un système d'éducation nationale obligatoire. Le genre humain se distingue naturellement en de nombreux types et comprimer tous ces différents types à l'intérieur d'un même moule doit mener inévitablement à des déformations et des refoulements. Les écoles devraient être formées selon de nombreux modèles suivant différentes méthodes et accueillant différentes dispositions. On pourrait soutenir que même un État totalitaire doit reconnaître ce principe, mais la vérité est que la différenciation est un processus organique correspondant à l'association spontanée et intermittente des individus dans des buts précis. Diviser et séparer n'est pas la même chose que joindre et agréger. C'est précisément le processus inverse. Tout le système de l'éducation, tant que processus naturel que nous avons envisagé, s'effondre si nous cherchons à le transformer en structure artificielle. Le grand philosophe Herbert Spencer a signalé le despotisme inhérent à l'éducation obligatoire. Qu'entend-on en disant que l'État devrait éduquer le peuple? Pourquoi devrait-il être éduqué? À quoi sert l'éducation? Clairement, elle sert à rendre les gens aptes à la vie en société et à faire d'eux de bons citoyens. Et qui devra juger ce qu'est un bon citoyen? L'État.
Il n'y a pas d'autre juge. Et qui devra déterminer comment on produira ces bons citoyens? L'État. Il n'y a pas d'autre juge. De sorte que la proposition peut être convertie en celle-ci. Un État doit modeler les enfants pour qu'ils deviennent de bons citoyens. Il doit d'abord se constituer pour lui-même une conception claire de ce que sera le citoyen idéal. Cela étant fait, il doit ensuite établir un système de discipline qui semble le plus approprié pour produire des citoyens conformes à ce modèle. Ce système de discipline, l'État est contraint de l'appliquer avec la plus grande fermeté. S'il agissait différemment, en effet, il autoriserait les hommes à devenir différents de ce que, dans son propre jugement, ils devraient devenir, et échouerait ainsi dans la tâche qu'il s'était missionné de remplir. Madame Isabel Patterson a brillamment résumé la tyrannie de l'éducation publique obligatoire et la supériorité du libre choix de l'éducation privée. Le pouvoir politique est par sa nature condamné à terme à légiférer face à la fois aux faits et aux opinions en prescrivant les programmes des écoles. À un certain moment, le savoir scientifique le plus exact et le plus susceptible de démonstration deviendra certainement la source de protestation de la part de l'autorité politique parce qu'il exposera la folie d'une telle autorité et ses effets pervers. Personne ne serait autorisé à montrer l'absurdité incroyable du matérialisme dialectique en Russie en suivant la méthode de l'examen logique. Et si le pouvoir politique est présumé compétent dans le contrôle de l'éducation, ce doit être le résultat dans n'importe quel pays. Les manuels éducatifs sont nécessairement sélectifs quant au sujet traité, au langage adopté et au point de vue choisi. Lorsque l'enseignement est dispensé par des écoles privées, la variété sera nombreuse entre les établissements. Les parents devront juger de ce qu'ils veulent voir leurs enfants apprendre dans les cursus proposés. De la sorte, chacun sera poussé dans une quête de la vérité objective. Nulle part on ne verra l'incitation à enseigner la suprématie de l'État en tant que philosophie obligatoire. Mais chaque système éducatif contrôlé par le pouvoir politique se mettra tôt ou tard, à inculquer la doctrine de la suprématie de l'État, soit sous la forme du droit divin des rois, soit sous celle de la volonté du peuple, de la démocratie. Une fois que cette doctrine a été acceptée, la tâche de libérer le citoyen de l'emprise du pouvoir politique devient une tâche herculéenne. Son corps, ses propriétés et son esprit sont tenus entre ses griffes depuis l'enfance. Même une pieuvre serait plus prompte à relâcher sa proie. Un système éducatif obligatoire financé par l'impôt est le modèle global d'un État totalitaire. Ici, il nous faut ajouter que, dans le système actuel, l'État a trouvé le moyen, aux États-Unis, d'inciter les écoles privées à enseigner la suprématie de l'État sans pour autant interdire les écoles privées, comme ce fut le cas dans d'autres pays. En mettant en place des diplômes mesurant des niveaux minimums, l'État a efficacement, quoique subtilement, étendu sa domination aux écoles privées et les a transformées, dans les faits, en extension du système éducatif public. Seule la suppression de l'école obligatoire et des niveaux fixés nationalement libérera les écoles privées et leur permettra de fonctionner avec indépendance. Madame Patterson traite succinctement du problème de l'éducation obligatoire et de l'alphabétisation. Mais certains enfants ne demeureraient-ils pas analphabètes ? Cela se pourrait, comme c'est le cas de certains enfants de nos jours ainsi que dans le passé. Les États-Unis ont connu un président qui n'apprit à lire et à écrire qu'après qu'il ne soit non seulement un adulte, mais qu'il se marie et parvienne à gagner sa vie par ses propres moyens. La vérité est que dans un pays libre, quiconque demeure analphabète pourra très bien s'en contenter, quoique la simple alphabétisation ne soit pas une éducation suffisante par elle-même, mais une étape élémentaire dans l'initiation à la civilisation. Cependant, cette initiation à la civilisation ne peut en aucun cas être obtenue au travers d'un contrôle politique total des écoles. Elle n'est possible que dans une certaine disposition de l'esprit dans laquelle la connaissance est recherchée de manière volontaire. Et Madame Patterson répond aux professeurs et éducateurs qui seraient tentés de répondre par des invectives à sa critique.
Croyez-vous que personne ne vous confiera volontairement son enfant en vous payant pour l'instruire? Pourquoi devez-vous extorquer votre rémunération et obtenir des élèves par la contrainte? L'une des meilleures manières de considérer le problème de la scolarisation obligatoire est de réfléchir à l'analogie presque exacte qu'il existe dans le domaine de cet autre grand moyen d'éducation qu'est le journal. Que dirions-nous d'une proposition de loi au niveau national ou local qui viserait à utiliser l'argent du contribuable pour fonder un journal public diffusé dans tout le pays et forcerait tous les individus ou tous les enfants à le lire? Que dirions-nous par ailleurs de l'interdiction de paraître que le gouvernement prononcerait envers tous les journaux ou envers tous ceux qui ne respecteraient pas les critères de ce qu'une commission gouvernementale pense que les enfants devraient lire? Une telle proposition serait généralement considérée avec horreur aux États-Unis. Et pourtant, tel est exactement le type de régime que l'État a établi dans le domaine de l'instruction scolaire. Une presse publique d'État serait considérée comme une atteinte à la liberté fondamentale de la presse. Mais la liberté scolaire n'est-elle pas au moins aussi importante que la liberté de la presse ? Ne s'agit-il pas là de deux moyens cruciaux pour l'information et l'éducation du public, pour la recherche libre de la vérité? Il est clair que la suppression de l'instruction libre doit être considérée avec une horreur encore supérieure que pour la suppression de la liberté de la presse, puisque dans le premier cas, il s'agit d'esprits d'enfants encore peu exercés. Voilà, on arrive à la fin du premier chapitre qui fixe le cadre du problème. Premièrement, la reconnaissance que chez chacun d'entre nous, l'apprentissage est d'abord une fonction naturelle. C'est une caractéristique de la vie bien à l'œuvre chez chaque enfant. Nous sommes tous des autodidactes. Ensuite, l'observation qu'une instruction formelle s'impose si l'on souhaite promouvoir le développement du potentiel de chacun, notamment dans le domaine de la connaissance intellectuelle. Rothbard note en 1972 que de manière générale, l'alliance des livres et de l'enseignant est la meilleure technique pour tout enseignement formel, et notamment pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Alors peut-être va-t-il falloir, évolution technologique oblige, commencer à nuancer un petit peu ce propos. Autre point clé de ce premier chapitre, la diversité humaine et l'impératif d'une instruction individualisée. Rothbard nous rappelle que l'individualisation, et en particulier le processus de différenciation de nos talents, savoirs et compétences, constitue un vecteur primordial d'essor civilisationnel. Et par conséquent déjà un caveat. Tout processus éducatif mu par une volonté égalitariste visant l'uniformisation est proprement anti-humain. De là toute l'importance de laisser aux parents, somme toute généralement les mieux placés pour juger des besoins spécifiques de leurs enfants, le choix de l'enseignement qui leur convient le mieux. Les parquer dans une école pour les former pendant une décennie de leur vie et les forcer à assister à des cours pour lesquels ils ne montrent ni intérêt ni capacité, je cite, c'est altérer complètement leur personnalité. Quant au choix entre contrôle parental et contrôle de l'État sur les enfants, il semble aller de soi, d'un point de vue de la dignité de la vie humaine, du progrès et du développement de l'individu dans une société libre. Et l'incapacité de certains parents à instruire un enfant ne doit pas pour autant justifier l'intervention systématique de l'État. Ce dernier doit pouvoir se cantonner à sa fonction première, défendre tout le monde, enfants comme adultes, face à la violence de tout le monde. Enfin, la question des fréquentations de l'enfant à l'école est évoquée et une comparaison entre l'école obligatoire et l'école libre est dressée. Dans ce premier chapitre, Rothbard pose un diagnostic qui souligne les nombreuses aberrations de l'école gratuite et obligatoire. Ses défauts semblent assez évidents. La suite de l'analyse est tout à fait passionnante puisqu'elle va nous permettre de sonder les origines de cette institution ô combien défaillante et inadaptée au développement de l'individu et de la société. Ce travail historique va nous permettre de comprendre la justification et les fondements de ce système désormais complètement obsolète. D'ici là, je te laisse en compagnie de Damien Tellier.
Lors de notre entretien, je lui demandais de nous parler de Rosbard, non seulement l'intellectuel, mais aussi le bonhomme. Sacré bonhomme, paraît-il. Et puis on a réfléchi un peu ensemble au lien entre ce livre et notre intérêt pour Bitcoin. Enfin, comme précédemment, la dernière partie de l'épisode est la lecture d'un extrait de l'essai d'Olivier Ledoy qui reprend habilement le diagnostic de Rosbard et l'applique au contexte français actuel. Ledoy démontre par A plus B que l'État est structurellement incapable d'instruire les enfants. Est-ce que tu pourrais nous présenter en 2 mots l'auteur de ce livre, Murray Rothbard? Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé déjà lors d'épisodes précédents. Oui, alors il est né en 1926, il est mort en 1995. Il est né de parents immigrés, son père était polonais, sa mère était russe. Il est né dans le Bronx, donc une famille juive modeste. Et il a fait un doctorat d'économie à Columbia University. Et déjà, en fait, sa thèse de doctorat portait sur l'histoire de l'économie. Il s'est intéressé à la toute première crise bancaire au XIXe siècle. Et également, il a fait des études de philosophie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que finalement, c'est quelqu'un qui est très complet. C'est-à-dire qu'il est économiste, historien et philosophe. Ouais, et ça se ressent extrêmement dans ses écrits. Il y a ce côté interdisciplinaire qui permet une transmission de savoir, de perspectives différentes. Et c'est super, super intéressant. Oui. Et c'est ça qui fait tout son intérêt et son style, justement. C'est qu'il est capable de croiser les disciplines. Et c'est Hayek qui disait un bon historien doit être philosophe et un bon philosophe doit être historien, ou économiste d'ailleurs, hein, les trois en fait vont ensemble. Donc parce qu'il s'agit toujours de l'homme finalement. De quoi parle-t-on? On parle de l'homme, hein, de l'être humain, de la personne humaine et de la société. Voilà. Donc ces problèmes sont interdépendants et ne peuvent pas être séparés. Une économie qui serait mathématisée, purement mathématisée, positiviste, eh bien, serait extrêmement desséchante et passerait à côté en fait de l'essentiel. C'est ça. Et puis on lui reproche parfois justement de donner un caractère très moral à ses analyses. Mais bien évidemment, c'est probablement ce qu'il recherche parce que oui, il cherche ce qui est bon pour l'homme et donc il se sert aussi des disciplines. Il porte un jugement, il a une vision pour l'homme. En l'occurrence, tu vas pouvoir nous l'expliquer, mais c'est quelqu'un qui a été qui a eu une influence assez significative sur le courant libertarien, etc. Il porte un idéal pour l'homme. Hein. Oui. Et alors, bien sûr, il a beaucoup reçu de Ludwig von Mises. Il a assisté à ses séminaires dans les années 50, 60, lorsque Mises a émigré aux États-Unis. Et il a été vraiment son disciple. Simplement, il a voulu, sur certains points, approfondir et développer des domaines, par exemple, justement, le domaine moral, le domaine philosophique et moral, le domaine politique, qui ont été un peu moins abordés par Mises. En fait, il y a aussi le fait que Mises était plutôt utilitariste, c'est-à-dire il considérait que le marché libre était la meilleure solution pour une société pacifique et prospère. Bien sûr, avec ça, Murray Rothbard est d'accord, mais il considère qu'il faut développer aussi un argument moral. Souvent, la morale est laissée à la gauche. Or, justement, il avait le souci de ne pas laisser à la gauche l'argument moral et de le développer également en faveur du libre marché. Donc, une question de justice. Mais justement, ce qui est très, très intéressant chez Rothbard, c'est que il repense la justice sociale dans le cadre d'un individualisme et d'une philosophie de la liberté fondée sur le droit naturel. C'est quelqu'un, d'ailleurs, quand on le voit un peu dans les vidéos ou dans les photos, quelqu'un de très rond, qui était un bon vivant, qui aimait, alors qui est très souriant, qui est toujours en train de faire des plaisanteries, de rigoler. Donc quelqu'un qui avait une vraie chaleur humaine, et tous les gens qui l'ont approché ont été
fasciné par le côté sympathique et chaleureux du bonhomme. Ouais, je trouve ça important, hein. Pour moi, c'est Oui, aussi un signe d'intelligence. Tu vois, quand je vois le nouveau Premier ministre canadien qui s'est fait élire, la Carney, ouais. quand il sourit, quand il danse et tout, je vois pas une grande spontanéité. On sent que c'est pas totalement incarné, quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est important. En tout cas, c'est très rassurant chez des intellectuels de voir qu'ils ont au niveau émotionnel un bon équilibre et une capacité d'empathie, de communication avec les autres, quoi. Voilà, alors à côté de ça, il était très radical. Et justement, j'aime bien ce mot radical parce que ça vient du latin radix, la racine. Ça veut dire qu'il va à la racine des choses. Et pour faire le lien entre Bitcoin et puis ce livre, l'éducation gratuite et obligatoire de Murray Rothbard, on peut dire que Bitcoin, finalement, c'est la première fois peut-être dans l'humanité qu'on a une véritable alternative à des monopoles d'État sur la gestion de la monnaie Ouais. et qu'on a la possibilité de retrouver un outil un petit peu comme a pu l'être l'or, un outil assez fiable, une monnaie saine qui est adapté à l'ère numérique et qui redonne aux hommes leur liberté d'exprimer leurs préférences en commerçant avec qui ils veulent, quand ils veulent, dans des conditions qu'ils déterminent eux-mêmes, quoi. Et ça, c'est extrêmement important pour que les individus et les groupes qui forment puissent exprimer toute leur créativité, quoi. Voilà, et alors c'est exactement la même chose dans le domaine de l'école. Ce livre de Rothbard nous invite à séparer l'État et l'école, comme également, d'ailleurs, il a écrit un livre sur la monnaie, État, qu'as-tu fait de notre monnaie, où il dit qu'il faut également séparer l'État et la monnaie. Eh bien, en séparant l'État et l'école, on rend aux parents la responsabilité de faire leur propre choix, Ouais. selon leurs convictions, selon leurs moyens, selon leurs calculs économiques aussi, et selon leurs préférences. Oui, puis on fait le pari qu'il y a une intelligence collective parmi nous tous qui va permettre l'émergence d'entrepreneurs et le marché va C'est ça. sélectionner les meilleurs et chacun va s'orienter vers la solution qui convient à ses enfants, etc. Voilà, c'est vraiment une prime à la compétence et au travail, parce qu'il y a de la concurrence. À partir du moment où il n'y a Mhm. plus de monopole, il y a de la concurrence, et on sait très bien que la concurrence, elle stimule l'intelligence. C'est Voilà. Frédéric Bastiat qui disait tuer la concurrence, c'est tuer l'intelligence. Et Ouais. ça, vraiment, l'école, pour ça, est un exemple extraordinaire. Voilà, très sympa ce petit échange à nouveau avec Damien. Et voilà donc comme promis l'extrait de l'essai de Olivier Ledoy. L'État incapable. Calcul économique. Le mentor de Murray Rothbard, l'économiste autrichien Ludwig von Mises, a prouvé en 1920 dans un article intitulé « Le calcul économique en régime collectiviste » que l'État est incapable d'instruire les enfants. 3 ans après la prise du pouvoir par Lénine, Mises a prédit que l'Union soviétique allait s'écrouler parce qu'un tel régime collectiviste est par nature incapable de calculer le moyen optimal de produire les biens dont la population a besoin. De fait, en 1989-1991, l'Union soviétique s'est effondrée parce que le produit intérieur brut par habitant était environ 25 fois plus faible qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que le régime était pratiquement incapable de produire les biens et les services nécessaires à la satisfaction des besoins vitaux de la population. Cet épisode est à mettre sur le même plan que la confirmation de la théorie de la relativité générale par les astronomes qui observent des années plus tard que les rayons du Soleil étaient courbés sous l'effet de la gravité exactement comme Einstein l'avait prédit. Bien que l'argument de Mises ait été à l'origine dirigé contre le régime collectiviste de l'Union soviétique, sa portée générale le rend applicable à tout service produit de manière collectiviste par l'État, tel que l'éducation nationale en France. L'organisation du service de l'éducation requiert une planification. D'un côté, il existe certaines ressources rares, le temps de travail des enseignants, les bâtiments affectés à l'instruction des enfants, les manuels scolaires, etc. De l'autre, il existe des besoins. Chaque famille a besoin que son enfant soit instruit de telle ou telle manière.
La planification est le calcul de la manière optimale d'employer les ressources rares de manière à satisfaire les besoins. C'est l'objet même de l'économie. Or, il existe un nombre infini de plans de production imaginables. On l'a bien vu dans l'éducation. La réformite aiguë prouve que les planificateurs changent régulièrement d'opinion quant à la meilleure manière d'employer les ressources rares. Il faut donc choisir entre ces plans. C'est l'acte de planifier. Cela ne peut se faire qu'en calculant le degré de satisfaction des besoins qu'un plan peut atteindre relativement au plan concurrent sous contrainte de rareté des ressources. Philippe Simoneau, économiste et envoyé spécial du journal Le Monde, résume ainsi l'argument de Mises. Le raisonnement est simple. Toute planification implique des calculs économiques lesquels ne peuvent se fonder que sur des prix réels. Or, des prix réels ne peuvent procéder que d'échanges volontaires. De tels échanges impliquent que les échangistes soient propriétaires de ce qu'ils échangent. Or, dans une économie socialiste, les biens de production sont collectivisés. Donc, aucun prix réel ne peut émaner de leurs échanges et par conséquent, aucun calcul économique n'est possible et les erreurs d'investissement sont inévitables. Sur l'impossibilité du calcul économique en l'absence de prix réels générés par le libre marché, Murray Rothbard était en accord avec son mentor Ludwig von Mises. Quand les parents décident de payer eux-mêmes un certain prix pour que leurs enfants soient éduqués par une certaine personne et d'une certaine manière, cette action donne naissance à un prix qui est aussi un signal. Ce prix-signal est ensuite combiné avec tous les autres signaux, eux aussi générés par l'échange volontaire d'un service ou d'un bien contre une somme d'argent et le calcul de l'allocation optimale des ressources rares pour maximiser la satisfaction de besoins devient possible. Si les parents n'ont pas le droit de décider quel prix payer à qui et pour quelle éducation, alors le prix signal n'est pas produit et tout calcul économique devient impossible. De plus, celui qui fournit le service doit être un entrepreneur. Il doit posséder lui-même à titre individuel l'entreprise d'enseignement afin de pouvoir calculer les pertes et les profits de ses activités et risquer son capital, une autre ressource rare, en conséquence. Si une activité, que ce soit l'éducation ou la culture des roses, n'est pas organisée sur le mode des échanges librement consentis entre détenteurs de ressources rares, livres, heures de travail, entrepreneurs et consommateurs, parents, alors elle court à la faillite à plus ou moins long terme parce que les informations nécessaires à la prise de décision correcte ne sont pas produites. Seul un régime de liberté où la contrainte étatique serait évacuée du domaine de l'éducation produirait le système de prix nécessaire au calcul des bonnes réformes. Dans ce système, le calcul ne serait plus effectué par un planificateur central, mais par une multitude d'entrepreneurs en éducation. Pour simplifier, tant que les parents ne payent pas de leur poche, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Et donc le système ne sait pas comment s'organiser pour satisfaire leurs besoins. Pour illustrer cette loi économique, il suffit de comparer l'évolution de la satisfaction des besoins des utilisateurs au cours des dernières décennies dans deux domaines libres où le calcul économique est possible. Les ordinateurs et les automobiles, progrès énorme, et dans deux domaines collectivisés où le calcul économique est impossible, l'éducation et les prestations médicales, recul. Nous avons donc la réponse à deux questions posées au début. Petit a, oui, il existe une force unique qui explique la tendance lourde et irrésistible à la dévalorisation de l'école d'État par les réformes successives. Cette force, c'est l'impossibilité du calcul économique dans le système collectivisé de production de l'éducation. Petit b, non, l'État n'est pas capable d'instruire les enfants pour la même raison que l'Union soviétique n'était pas capable de raccourcir les queues devant ses supermarchés.